On a vu comment modéliser la partie disque, la partie terrain. Et on a un élément qui est important là-dedans, c'est que on doit simuler en fait l'environnement extérieur. Et pour ça, on a plusieurs possibilités. Ou alors, ça c'est pour le côté technique. Ouais, la 3D c'est pas facile. Donc, excusez-moi. On a la possibilité donc de carrément modéliser l'ensemble, l'extérieur. Alors d'ailleurs, dans les recherches que j'ai faites, à un moment, j'ai un peu tout testé. Hein. J'ai testé est-ce que je modélise la structure du stadium complètement autour ou ce genre de choses. Donc dans Tron, ils aiment bien les hexagones ou les triangles un peu arrondis. Donc j'avais essayé par exemple avec un cercle, mais en fait un cercle dont on ne conserve que 6 côtés. On le tourne comme ça. On va sélectionner ces 3 edges là et on va demander, plutôt que de rétrécir l'élément, que chaque edge, donc chaque arête, se rétrécisse par rapport à son propre centre de gravité, son centre de pivot. Et donc on a ici en fait plusieurs types de pivots et on a l'individual origin, donc chacun va faire selon sa sauce, et donc on a la possibilité, vous voyez, d'avoir une espèce de triangle qui va se réduire comme ça mais avec des bords. À partir de là, on a la possibilité de sélectionner la totalité des éléments, on grandit, comme ça, hein. On grandit, alors excusez-moi, là il faut que je repasse en mode médian, c'est-à-dire que du coup, le point à partir duquel il va grandir n'est plus individuel, mais c'est le centre de gravité de l'ensemble, ou le barycentre, hein, pour ceux qui étaient en 4e il n'y a pas longtemps. Donc, et on a la possibilité, du coup, vous voyez, d'augmenter le truc comme ça, et du coup de faire une sorte de stadium. Hop, pardon, parce que dans Tron, ils sont comme ça, les stadiums, hein, ils ont... c'est une espèce de truc en triangle comme ça, et puis là il y a le public, et puis là il y a une barre, puis là il y a le public, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais au final, ça fait beaucoup de modélisation pour arriver à quelque chose qui, si on ne fait pas un bon rendu, si on ne fait pas ce genre de truc, va être moche, d'accord? Et nous, ce qui nous intéresse au final, c'est pas que... Alors, enfin, quand je dis nous, moi c'est ma façon de voir. Il y en a pour qui la 3D, si vous n'avez pas modélisé le brin d'herbe au milieu du champ, c'est pas de la vraie 3D, quoi, voilà. Et puis, en ce moment, c'est l'éternelle bataille entre le physiquement correct et le artistiquement correct. C'est-à-dire, est-ce qu'on l'a vraiment fait ou est-ce que c'est juste du flan mais ça marche quand même? D'accord? Moi, je suis plutôt partisan du c'est du flan mais ça marche quand même, parce qu'il y a tout un tas de cas où ça marche bien. Hein. Il y a en 1953, je crois, non, 63, il me semble. Ils ont fait un film qui s'appelle Bénure, ça vous dit quelque chose? Oui, vous savez, le mec qui tourne avec sa course de char à la fin, là. Et ben, le public dans Bénure, en fait, c'est des bouts de papier avec un ventilo en dessous. Hein. Pourtant, quand vous regardez Bénure, vous vous rendez pas compte que c'est des papiers avec un ventilo en dessous, vous avez l'impression que c'est des goyots qui font ça, quoi. D'accord? Et donc, alors que la maquette, elle est grande comme ça, repris dans Star Wars épisode 1, où ils ont repris le même principe, où la course de podraceur, c'est des cotons-tiges dans les tribunes, d'accord? Des cotons-tiges avec une soufflerie en dessous. Donc ça veut dire que si on donne l'impression à l'œil qu'il y a quelque chose, ça marchera, quoi. Et donc c'est la raison pour laquelle, moi j'ai plutôt pris parti de faire tout cet environnement avec uniquement une texture, et donc c'est la raison pour laquelle on a ceci. Alors vous voyez, si par exemple je suis là, hop, ça ressemble à des sortes de tribunes, hein, d'accord, avec des gens dedans et tout. Alors, il faut savoir que c'est un truc qui va être en arrière-plan, un peu flou, avec des lumières qui passent devant, parce que la caméra va être à l'intérieur du dôme, enfin l'espèce de truc qu'on a modélisé tout à l'heure, là, le truc allongé, là. Donc au final, l'arrière-plan, s'il n'est pas trop détaillé, ça importe peu, hein, d'accord. Donc, et ce que j'ai fait, si on se recule, c'est que c'est ça, d'accord. Seulement, si vous êtes à l'intérieur et que vous faites des mouvements de caméra comme ça, surtout comme ça, enfin, c'est ce qui est là, vous voyez, j'ai ma zone de cadrage qui est là, vous avez l'impression qu'il y a du monde, quoi. D'accord. Et les espèces de petits points qui sont ici, c'est pareil. D'ailleurs, j'ai regardé dans le film d'origine, dans Tron, il y en a plein où c'est que des petits points comme ça. Hein. D'accord. Donc ils n'ont pas fait les personnages. Parce qu'à partir du moment où ça marche, visuellement, il n'y a pas besoin de se casser la tête. Hein. Mais j'ai voulu le faire ce coup-ci sans passer par un logiciel pour faire des textures. Et donc en fait, ça, c'est fait uniquement avec Blender. Comment? Eh bien, c'est fait, je vais vous le montrer. Créer texture. C'est fait avec ça. C'est-à-dire que j'ai modélisé l'élément complètement. Hop. D'accord. Donc, je suis parti en fait, alors je vous le refais rapide. Hein. Hop. Je suis parti d'un plan, comme ça. Voilà. J'ai
légèrement écrasé. Alors je ne suis même pas parti d'un plan, si je me souviens bien. Il était tard, et c'était il y a longtemps. Je ne me souviens plus trop. Donc je suis parti uniquement justement d'un trait comme ça, parce que c'est plus facile de bidouiller un trait que de bidouiller des faces. Hein. Et j'ai rajouté là-dessus... Eh bien, ah voilà, c'est là. J'ai rajouté donc des subdivisions, 4 si je me souviens bien, voilà, qui vont me permettre d'avoir ces 4 points qui sont ici. Je les rapproche, je prends ces 2 points-là, et hop, vous voyez, je fais une espèce de petit V comme ça. Parce que dans Tron, c'est bien connu, les lignes droites, elles sont toujours cassées en biseau, comme ça. Ils en mettent plein, donc voilà. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait très attention au niveau hop, voilà, de la position de ce point ici, global, de bien le caler, vous voyez, sur une intersection. Je ne sais pas si oui, ça se voit quand même. Vous voyez, il y a une intersection sur le quadrillage qui est ici. Pourquoi? Parce que la texture que j'ai faite, elle est répétitive, c'est-à-dire qu'elle doit être raccord les unes avec les autres. Parce que je vais la multiplier pour la reproduire sur tout le pourtour de mon décor qui se trouve autour. Donc, pour faire un test, déjà, ce que je peux faire, c'est utiliser quelque chose qu'on a utilisé tout à l'heure. Alors avant, je vais lui donner un peu de volume. Donc, je l'extrude. Et si maintenant, je rajoute, par exemple, un modificateur Array, qu'on a utilisé tout à l'heure, vous vous souvenez, pour multiplier justement les éléments, ça va me permettre de voir déjà que c'est raccord. Ok. Et ce que je vais faire, c'est que je vais légèrement réduire ça. Multiplier ce truc-là. Peut-être encore le multiplier. Ici, je vais aller rajouter, toujours en mode edit, un plan. Je vais aller le positionner là-haut. Je vais le dupliquer avec Shift D. Et dès que je vais valider sa position, je vais appuyer sur un raccourci magique qui est Shift R, c'est Repeat, c'est-à-dire répète-moi la dernière action. Et comme la dernière action, c'était de dupliquer l'élément et le déplacer, il me les reproduit à des distances égales. D'accord? Donc du coup, ça va me permettre, vous le voyez, de sélectionner tous ces éléments qui sont là, hop, et de venir éventuellement les dupliquer ici. Et ça, ce sera mes petites lumières oranges qui se trouvent là-haut. D'accord? Ensuite, je peux faire la même chose avec cette plaque-là. Je la mets à peu près au milieu. Voilà, c'est bien aussi parfois de mettre... Alors, gauche-droite, c'est important parce que ce sera raccord. Mais au milieu, c'est parfois intéressant de mettre un peu le bazar parce que ça fait moins uniforme, justement. D'accord? Et la même topo, je le duplique. Voilà. Et puis encore... J'ai de la chance, ça passe pas à travers. Je vais mettre là. Hop, et voilà. Et ça, ce sera l'espèce d'escalier central pour la tribune. D'accord? Et ce que je fais maintenant, c'est que je vais sélectionner, par exemple, ces 2 éléments-là. Je vais sélectionner un... Alors, excusez-moi, il y a des fois, je ne me souviens plus des raccourcis. Alors, il y a un truc très pratique, je ne sais pas si vous le savez, enfin, je pense si vous faites un peu de Blender. Vous appuyez sur la barre d'espace et vous commencez à taper le nom de la fonction que vous cherchez. Par exemple, ici, Bridge. Et là, voilà, j'ai Bridge to Edge Loop. Et du coup, il m'a fait un raccord entre les deux. D'accord? Donc, quand vous ne vous souvenez plus du raccourci, c'est toujours assez pratique de l'avoir comme ça. Et quand vous appuyez sur la barre d'espace, il garde en mémoire la dernière commande que vous avez exécutée. Donc, du coup, ça permet d'avoir ça comme ça. D'accord? Et la même topo, je vais faire une dernière extrusion. Voilà, alors c'est pas exactement la même chose que ce que j'avais fait de l'autre côté, mais comme ça vous verrez le principe. Je vais sélectionner les éléments qui sont là, au milieu. Voilà, histoire de... Il veut pas me sélectionner mes trucs là. Il est embêtant. Je l'aurai autrement, c'est pas grave. Voilà, avec les edges, il veut bien. Hop, voilà. Un CTRL qui permet du coup de sélectionner tous les edges qui ont été raccordés, et ça je vais le mettre légèrement au-dessus. D'accord? Pourquoi? Parce que maintenant je vais créer une caméra, qui va être ici, il faut que je sorte, excusez-moi. Une caméra que je vais placer juste au-dessus. Donc là vous voyez, je suis en train de regarder à travers les yeux de ma caméra. Je vais légèrement réduire ce truc-là pour que ça rentre dedans, à peu près. Voilà. Ravancer un peu de ma caméra pour que au moins les bords gauche-droite soient à peu près concordants. Vous voyez, j'y vais même pas... Il est un peu à la louche, hein. D'accord? Réduire ça pour que ça rentre dedans aussi. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir maintenant assigner des matériaux. Je vais sauver parce que là, pour le coup, ça a vraiment planté une fois. Donc, texture, dataset, voilà. Et je vais dire, par exemple, que
ces éléments qui sont là, les espèces de, hop, voilà, de barres qui sont en fait des barres lumineuses, je vais venir créer un nouveau matériau. Je vais dire que c'est du bleu. Et pour les gens qui font du Blender, il y a un nouveau moteur de rendu qui s'appelle Cycles, là, qui est un peu à la mode ces temps-ci, mais moi j'utilise encore beaucoup l'ancien en fait. C'est-à-dire, j'utilise autant l'un que l'autre. Pourquoi? Parce que l'ancien Cycles est un moteur qui se veut physiquement réaliste, mais du coup, quand on veut bidouiller des choses parfois qui ne sont pas réalistes, on perd énormément de temps en fait. D'accord? Parce qu'on a envie par exemple que le reflet, vous faites un matériau vert, et puis en fonction du coefficient de réfraction, c'est lui qui va déterminer quel est le nombre de rayons qui passent à travers, quel est le nombre de rayons qui rebondit, parce que dans la nature, c'est comme ça. Sauf que si à un moment on a envie d'avoir plus de reflets, bah, faut faire des bidouilles pour compenser le fait que lui dit « Ah, c'est pas réaliste ». D'accord? Donc, il y a plein de fois aussi où du coup, moi j'utilise Cycles en conjonction avec l'ancien moteur de rendu, parce que l'ancien moteur de rendu, il permet la bidouille à l'extrême. Et surtout, il est beaucoup plus rapide à calculer. Et dans un cas qui m'intéresse ici, il a une option qui est très intéressante, qu'on peut simuler dans Cycles, mais c'est pas toujours très pratique, qui permet en fait de rendre quelque chose sans lumière. D'accord? On peut le faire aussi dans Cycles, mais Cycles, du coup, il va émettre de la lumière. Donc moi, ce que je veux, c'est juste la couleur de base, quoi. Et donc pour ça, donc je vais rajouter un autre matériau ici. Vous voyez, j'ai juste assigné le matériau bleu ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire qu'il est en mode shadeless. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas de lumière, même s'il n'y a rien, je lance un rendu, je le vois. D'accord? Alors que tout le reste est noir. Ok? Ici, les éléments qui sont là-haut, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau matériau, une fois que je les aurai tous sélectionnés, ici. Je vais donc créer un nouveau matériau, l'assigner, le mettre jaune-orangé, plutôt, voilà, qui tire vers le rouge, et là aussi, en mode shadeless, de manière à ce que quand je rentre ça, ces trucs-là soient orangés. Donc ce sera mes espèces de spots que j'aurai en haut. Après, je vais reprendre tout ça, je vais les faire briller au moment du compositing, ce genre de choses. Mais pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est juste une texture bien plate. D'accord? Et ce que je vais faire ici, donc même topo, les éléments qui sont ici, je ne vais pas les choisir. Ah si, pardon, je peux les sélectionner maintenant. J'allais dire, sinon c'est trop lourdin que je ne vais pas le faire. Voilà. Je vais rajouter un slot, je vais rajouter un matériau, et puis là, c'est pareil, je vais les mettre cette fois-ci en blanc. Voilà. Et quand je vais rendre, ça va me donner ce genre de choses. D'accord? Et maintenant, pour le public, parce que c'est quand même le truc qui nous intéresse le plus, j'ai un matériau ici, enfin un slot de libre. Donc, et ce que je vais faire là-dedans, c'est que... Oui, c'est ça, il est bien ici. Je vais aussi le mettre en shadeless, de manière à ce que je puisse avoir le droit de le rendre sans lumière. Donc vous voyez, si je l'avais mis vert, ben, il serait vert, hein, le truc. D'accord? Donc ici, je vais le garder blanc, mais je vais rajouter dessus une texture, qui est ici. Hop, voilà. Et une texture de type... Alors, lequel j'ai utilisé? J'ai un doute. Non, c'était du Clouds, je crois. Oui, voilà. Le Clouds qui est ici. Donc, Clouds, comme son nom l'indique, c'est pour faire des nuages. Bon, ça ressemble pas à des masses, à des nuages. Hein. Mais en les bidouillant, on peut se débrouiller pour que ça y ressemble un peu. Mais surtout, ce qui m'intéresse dans cette option, c'est cette option-là, l'option Color. Ok? Et là, vous voyez, il m'a généré des trucs. Alors, il y a du blanc, il y a du... Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a un peu de toutes les couleurs. Du bleu, du vert, du rouge. 3 composantes, c'est ça qui m'intéresse. Et ce que je vais faire, c'est que je vais jouer avec, ici, ça doit être au-dessus, excusez-moi. Il est là-dedans, voilà, il était caché. Donc, je vais jouer avec le contraste et je vais jouer avec la luminance. Vous voyez? C'est-à-dire que je baisse la luminance de manière à ce que le blanc devienne noir, et je joue avec le contraste de manière à ce que ces éléments qui étaient avant un petit peu diffus deviennent de plus en plus présent, visuellement parlant. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais jouer avec la taille de ces éléments, et plutôt que de les augmenter, pour en faire des gros pâtés baveux, là, je vais les réduire. Je vais en faire des trucs tout petits. Donc 0,01 ou 0,1, alors après c'est selon, hein, à voir, voilà, peut-être 0,05 entre les deux. Et maintenant, je me suis trompé, je les ai mis là-haut. Excusez-moi. Hop, donc je vais le refaire. Voilà. Signe. Voilà. Pour l'instant, ils ne sont pas assez petits. Ça, je peux vraiment me rendre compte quand je lance le rendu. Ils ne sont pas assez petits. Et en plus de ça, vous voyez, ils sont étirés horizontalement. Donc du coup, je vais changer le repère. Je vais lui dire, bah, essaye de regarder. Ne tiens pas compte, en fait, de la taille de l'objet. Mais essaye de plaquer ça de manière globale. J'aurais déjà dû le faire avant. C'est peut-être parce que j'ai fait ça.
Non. Ah, voilà, c'est ça. Ok, et là, vous voyez, vous avez tout un tas de petits points là-dedans. Donc, ça paraît pas comme ça, mais vu de loin, on croit que c'est du public. D'accord? Si, je vous assure. Faites-moi confiance. Ok. Donc, je vais pouvoir baisser en même temps. Alors, hop, voilà. Je vais aller chercher ce truc-là et revenir ici. Je vais juste réduire un tout petit peu le contraste. Voilà, pour qu'il y ait un petit peu en noir, ce genre de truc. Ok. Sachant que là, il est fixe, et donc je vais rendre une image fixe de ce truc-là, mais j'aurais très bien pu me permettre de rendre une image animée, parce que le bruit, donc cette espèce de nuage qui finalement maintenant ressemble à du bruit, je peux l'animer au cours du temps. Donc du coup, je pourrais avoir une animation avec une espèce de fourmillement dans le fond, et finalement, quand vous regardez une foule de loin dans un stade de foot, avec des gens tout petits qui font 2 pixels de haut, c'est quoi? C'est une espèce de fourmillement, quoi. D'accord? Donc ce qu'il faut, c'est avoir une diversité au niveau des couleurs, bon, sauf si c'est un match de foot où il y a tous les mêmes supporters dans le même coin, il ne faut pas changer les couleurs, hein, sinon c'est pas réaliste. Et si c'est vraiment une foule très disparate avec des fringues différents, dans ces cas-là, ce genre de truc, vous le faites fourmiller, avec en plus une profondeur de champ plus faible, donc c'est légèrement flou, on ne voit pas trop ce que c'est. Dans la tête des gens, c'est des gens qui bougent, hein. Syndrome de Bénur. D'accord? Donc c'est exactement ce que j'ai fait ici, et j'ai, je crois que... Je peux y accéder, non? Oui, c'est vrai, ça a planté. Je ne sais pas pourquoi, ça m'inquiète. Donc, on a TextureLine Background Stadium, c'est pas ça, ça c'était l'exemple que j'avais essayé avant. Voilà, et donc je me retrouve avec ça. C'est-à-dire que je fais un rendu, tel que je viens de le faire ici, de ça, et je sauve la texture. Seulement, si je rends ça, la différence avec cet élément-là, comme vous pouvez le voir ici, c'est que tout est uniforme ici. D'accord? Donc vous avez pas d'assombrissement, pas d'éclaircissement, et c'est typiquement le genre de choses que j'ai ici. D'accord? Vous voyez, il y a des zones qui sont plus claires, des zones qui sont plus sombres, ça ressemble à des espèces de spots, notamment ici, là, d'accord? Un peu comme s'ils étaient dans l'ombre. Pour ça, j'ai enlevé en fait le shadeless, c'est-à-dire le truc qui permet d'avoir l'élément sans lumière, et j'ai rajouté des lumières. D'accord? J'ai disséminé des spots au-dessus de manière à ce qu'il y ait des endroits où ce soit plus sombre que d'autres. Et donc quand je rends ce truc-là, c'est donc ce que j'ai ici, vous voyez, super long, hein, 2 secondes 19. D'où l'intérêt, encore une fois, d'utiliser de temps en temps le Blender Render qui a encore son intérêt. D'accord? Il n'y a pas que lui que j'utilise d'ailleurs, hein, dans le genre truc old school un peu, il y a aussi carrément le rendu 3D là-dedans. D'accord? Étant donné que on peut de temps en temps simuler des trucs assez réalistes là-dedans. Bah, il y a un bon exemple parce que la version 2.66, donc qui sortira bientôt, je signe pas de papier pour dire quand, parce que ça change assez souvent. Voilà, ça c'est un truc que j'ai sculpté il y a quelques temps là. Et donc maintenant il y a un nouveau truc pour ceux qui feraient du ZBrush qui s'appelle les matte caps. Donc en fait, c'est simplement simuler une espèce d'environnement réflectif autour de l'élément que vous avez sculpté. Là c'est ce truc là, mais si je choisis par exemple ça, vous voyez, ça reflète dedans. Ok? Mathématiquement parlant, c'est tout con. Hein. Plus vous êtes face, alors c'est ce que les gars de chez ZBrush ont appelé les matte caps, mais ils sont spécialistes pour inventer des mots par rapport à des techniques qui existaient déjà avant en fait. Donc, avant ça s'appelait le normal mapping, ce genre de choses. Donc le but du jeu c'est quoi? C'est que vous avez une boule en fait qui est ici, donc on a pris une photo d'une sphère réflective, hein, et plus vous allez être, plus cette face-là, donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure, hein, l'histoire des normales, vous voyez, il y a quand même beaucoup de polygones. Donc les petites faces que vous voyez ici, les petits carrés, elles ont une normale, donc les fameux clous dans la planche dont je vous ai parlé tout à l'heure. Si la normale est orientée vers la caméra, oups, voilà. Si la normale est orientée vers la caméra, en plein milieu donc, il va aller taper dans le pixel qui se trouve au milieu de la sphère, et il va le replacer ici. Plus votre normale est rasante à la caméra, c'est-à-dire que le pic va vers l'extérieur, et plus il va aller taper sur le bord de la sphère qui est ici. D'accord? Donc en fait, au niveau du calcul, ça marche en temps réel sans problème. Dans les jeux vidéo, ça marche comme ça. Pourquoi? Parce que en calcul, il n'y a rien à faire. C'est juste tel pixel, ça appartient à telle face à telle normale orientée dans telle direction. Donc quel pixel je prends là-dessus? C'est juste ça. D'accord. Ça peut servir pour le rendu. Pourquoi? Parce que Blender a une option, tu vois, ici, avec le petit appareil photo qui te rend ce truc-là. Et voilà, c'est une image avec la couche alpha. Et ça, quand je fais de l'habillage de chaîne et qu'on me dit il faut pondre un générique pendant 2 heures, ça, je fais souvent ça.
D'accord? Parce que là, avec ça, bah, vous avez une espèce d'effet de reflet. Vous en avez plusieurs en stock. Hein. Bon, là, il commence juste, hein, mais je pense que bientôt, on en aura la librairie comme ça, on en aura facilement une bonne centaine à livrer avec. Hein, d'accord? Vous voyez, ce genre de truc réflectif pour faire du car paint, donc des peintures de bagnole rouges, ou voilà, faire de la Ferrari à pas cher, hein, ou ce genre de choses. Et donc, ça peut permettre assez rapidement d'avoir un rendu qui est super chouette en très très peu de temps, hein, étant donné que le temps de rendu est quasiment instantané. Hein. D'accord? Et là, vous voyez, vous avez le petit appareil photo qui permet de prendre juste un instantané de ce truc-là. D'accord? Vous voyez, avec en plus une image qui fait 1080 par 1920, c'est de l'HD debout en fait, hein, pour les stations de métro, là il y a des écrans maintenant. Et surtout, juste à côté, vous avez le petit clap. C'est un petit clap qui fait la même chose, mais sauf qu'il va enregistrer l'animation en fait. D'accord? Dans ce que vous voulez, dans une séquence d'image, dans un QuickTime, dans ce que vous voulez. Quoi. Et ce qui est très intéressant surtout, c'est que vous avez la couche alpha, c'est-à-dire que vous pouvez redécouper ce truc-là et changer le fond derrière. D'accord? Donc vous pouvez faire de l'habillage très très rapidement avec ça. Moi j'utilise très très souvent. Voilà. Donc c'est vrai que ces temps-ci, Cycles, donc le nouveau moteur de rendu, a le vent en poupe parce que c'est vrai qu'il est interactif, il marche vachement bien. Enfin, moi je suis très content de l'avoir ce truc. Sauf que quand on me dit c'est pour dans 4 heures, je le sors même pas. C'est juste ça. D'accord? Et mes anciens élèves maintenant qui sont des professionnels de l'audiovisuel savent qu'on les presse comme des citrons toute la journée. N'est-ce pas, messieurs? Oui. Ok. Donc, on a fait le décor autour, on a fait je vais y arriver, excusez-moi, le disque, on a fait l'espèce de, pas dire un dôme, une boîte de sardines là dans lequel ils vont se battre. Et ce qu'on va faire maintenant, donc, c'est qu'on va avoir la possibilité d'avoir un plan. Donc cette fois-ci, je vais vous montrer comment justement faire ce genre de choses. Excusez-moi, Blender. Voilà. Comment justement, à partir de l'image qu'on a générée tout à l'heure, on va avoir la possibilité de le mettre dans un espèce de truc comme ça. D'accord? La forme triangulaire dont on parlait tout à l'heure, parce que chez Tron, ils aiment bien les triangles, donc du coup, c'est fait comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais, dès le départ, partir d'un simple plan. Oups. Voilà. Je vais déjà le subdiviser au début, histoire de ne pas trop être méchant. Tout petit peu, pas trop non plus. On verra que ça peut être fait de manière dynamique. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir caler là-dessus une nouvelle texture. Alors, tout à l'heure, je vous montrerai que c'est fait dans Cycles, donc le nouveau moteur de rendu, mais là, je vous le montre dans le moteur classique. Je vais lui dire que je vais aller chercher non pas un clone, mais une image, donc l'image qu'on a générée tout à l'heure, et qui va se trouver justement ici. Alors c'est très pratique, maintenant on a la possibilité d'avoir les previews là-dedans, vous voyez. Donc avant on les avait pas, du coup on se disait c'est quoi déjà. Alors si vous ne donniez pas des bons noms, pour les retrouver c'était pas fastoche quoi. Donc cette image qui est ici, ce que je vais faire c'est que je vais faire une projection de cet élément, c'est-à-dire que je vais lui expliquer en fait comment plaquer cette image sur cette plaque. Et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais lui demander de me montrer le placement de cette plaque. Oups, voilà, j'ai juste changé 2-3 trucs. Et ça n'apparaît pas parce que je n'ai pas sélectionné, je crois, le GLSL. Voilà, c'est ça. Comme ça, je le verrai directement là-dedans. Cet élément, je l'ai travaillé, on en a parlé tout à l'heure, pour qu'il soit raccord de gauche à droite. Ça, c'est super important. Pourquoi? Parce qu'on a ici des paramètres dans les paramètres de la texture qui vont me permettre, vous le voyez, de répéter la texture. Et comme elle est raccord de gauche à droite, on ne voit pas la jonction. Elle est au moins raccord sur les bandes bleues, sur ce genre de choses, mais pas sur le public. Mais je m'en fous, c'est juste des grains qui... D'accord, bon, on peut se débrouiller après en bidouillant la texture, éventuellement pour la rendre raccord si elle n'est pas raccord. Mais pour l'instant, c'est pas mon problème. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser pour l'instant ici, la mettre debout. Pouf, voilà. Et je vais générer ici, comme tout à l'heure, un cercle, mais à 6 côtés, donc un hexagone. Je vais le tourner ici de 30 degrés. Je vais sélectionner mes 3 edges, passer ici en mode Individual Origin. Je vais faire ça comme ça, voilà. Mais ça, pour l'instant, c'est pas une courbe. Et on ne peut déformer un élément dans Blender qu'en utilisant les courbes. Mais
merci messieurs, mesdames Blender, parce que ça aussi, c'est pas le genre de truc qu'on a dans tous les softs. On a la possibilité de convertir cet élément, en fait, où c'est juste des edges, on a la possibilité de le convertir en courbe. Et donc on a curve from mesh text. Donc c'est-à-dire qu'au début, c'était pas une courbe, maintenant, c'en est une. La preuve, vous voyez, vous avez des espèces de petites flèches qui vous donnent le sens de rotation de la courbe. C'est pas flagrant, ok, mais on a la possibilité de changer, du coup, le type de courbe, alors notamment en NURBS, que je vous dise pas de bêtises. Non, c'était Bézier, voilà. Et c'est moche. Voilà, c'est ça que je cherchais. Donc on lui a demandé cette fois-ci, à partir de ces points, d'arrondir justement la courbe. Et maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est par exemple prendre cet élément qui est ici. Donc je vais repasser en mode médiane. Prendre cet élément, réduire les deux pour resserrer un peu. Prendre cet élément, réduire les deux pour resserrer un peu. Prendre cet élément, réduire les deux pour resserrer un peu. Donc vous voyez, à partir d'un élément qui était à la base un cercle, à 6 côtés, on l'a tourné, on l'a déformé, on l'a transformé en courbe, et donc on a un truc qui est parfaitement uniforme maintenant. Alors que si j'avais voulu faire ça à la pogne, bah, avant de trouver la bonne position, est-ce que j'ai bien tourné de 70 degrés, patati patata, ça va vachement plus vite de le faire comme ça. D'accord? Une fois que j'ai fait ça, je vais l'agrandir un peu, et j'ai la possibilité du coup de lui dire cet élément va être déformé, tel qu'on l'a fait tout à l'heure, vous le souvenez sur le disque, les espèces de trucs que j'ai dupliqués de manière circulaire. J'ai la possibilité de lui dire maintenant, bah, cet élément, je vais te demander d'être déformé par la courbe. Voilà, ça fait ça. Le problème, comme on peut le voir ici, c'est déjà que c'est mal calé. Ouais, que je ne dise pas de bêtises. Voilà. Et puis ça aussi d'ailleurs. Et puis ça aussi. Bon, on va le faire comme ça pour l'instant. Et on voit que la subdivision ici de l'élément, donc qui était à la base ça, c'est-à-dire en fait une ligne là, une ligne là, une ligne là, une ligne là, atteint ses limites. Ça ressemble plus à un paravent qu'un truc en arc de cercle. Hein. Mais plutôt que de venir subdiviser l'élément ici, et donc détruire la structure d'origine, parce que je peux le dire, par exemple, subdivise-moi ça, et donc je rajoute des éléments. Bien évidemment, vous le voyez ici, ça va être beaucoup plus courbe. La question est de savoir, à l'occasion je l'ai peut-être trop subdivisé, et pour enlever la subdivision après bonjour, même s'il y a des trucs qui proposent des solutions qui à mon sens ne marchent pas très bien ces temps-ci. Mais ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir dynamiquement en fait, choisir la subdivision. C'est-à-dire à n'importe quel moment lui dire j'en veux plus ou j'en veux moins. On a vu tout à l'heure que les modificateurs agissaient par ordre d'interprétation. D'abord celui du haut, puis on descend ensuite dans la liste. Là, ce qui va m'intéresser, je vais enlever le curve pour l'instant, et je vais le mettre en mode fil de fer comme ça. Je vais rajouter un modificateur qui s'appelle Subdivision Surface, qu'on a vu tout à l'heure, et dont le but, on l'a dit, est de lisser l'élément. C'est-à-dire que vous le voyez ici, on avait des angles droits à la base, et on a fait un truc tout lisse. Ça, c'est parce qu'il est ici en mode Catmull-Clark. Catmull, président de Pixar actuel, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est lui qui a pondu l'algo avec son pote Clark. Et on a aussi la méthode simple. Le but de la méthode simple, c'est quoi? C'est de subdiviser la plaque, en fait, mais sans la lisser. Et ça m'intéresse. Parce que ce que je vais faire, du coup, alors là, vous voyez, je peux lui dire, t'es subdivisé à 4, et puis si plus tard, c'est pas assez ou c'est trop, je peux venir remodifier la valeur. Problème, il agit après la déformation curve. Il déforme d'abord, et ensuite il subdivise. Non, ça ne va pas. Ce qu'il faut, c'est d'abord subdiviser, ensuite déformer. C'est la raison pour laquelle ici, vous avez des petites flèches pour monter ou descendre les modificateurs. Donc il va d'abord subdiviser, et ensuite il va déformer. D'accord? L'intérêt de le faire comme ça, c'est que du coup, si à un moment vous vous rendez compte qu'il n'y en a pas assez, vous voyez, automatiquement, ça va vous permettre de modifier la subdivision. Tout le monde comprend le principe? D'accord? Oula, voilà. Je ne sais pas trop pourquoi il est décalé comme ça. En toute logique, il devrait suivre la courbe. C'est ce que je me suis dit, mais ou alors il faudrait le faire comme ça. Non, même pas. C'est très étrange. Pas bon. Si vous vous plantez pas, voilà. Ok. Merci. Ça a été très vite. J'ai corrigé le problème très vite. D'accord. Donc voilà où on en est. D'accord. Alors le genre de truc qu'on peut faire après derrière. Blender possède un module qu'on appelle module de compositing, c'est-à-dire que faire du rendu, c'est bien,
C'est-à-dire que dans un cas comme celui-là, si on se réfère à ce qu'on a utilisé tout à l'heure avec le mode Blender Render, il n'y a pas de lumière, mais on s'en fiche. Pourquoi on s'en fiche? Parce qu'on peut lui demander avec le mode Shadeless, ce qu'on a fait tout à l'heure, de me rendre ça. Vous le voyez ici. D'accord? Maintenant, ce qui est intéressant avec ce genre de choses, c'est que ça, c'est censé être des lumières. Ça, c'est censé être des lumières. Ça aussi. D'accord? Le public, non. Même si c'est des robots qui brillent un peu, mais ils sont loin. D'accord? Donc, ce que je peux faire, c'est que je vais en fait utiliser un mode de Blender qui s'appelle le mode de compositing, donc le compositeur, pour reprendre ce truc-là, donc ce rendu-là, il est ici, et je vais en faire ça. D'accord? Un peu too much, je vous le conseille, d'accord? Mais c'est pour vous montrer. Ok? Donc, comment faire ça? C'est pas très très compliqué. Il suffit tout simplement, donc ici vous avez, je vais ranger un peu ma chambre, voilà. Et puis je vais faire un peu de ménage là, voilà, comme ça. Je peux même faire ça, et du coup, si je fais ça, j'ai le rendu derrière. Ouais, sauf que là il est mal réglé. Je ne sais pas pourquoi ça, ils ont mis le zoom à 0,01 de base, c'est pour nous énerver ou ceux qui connaissent déjà, je ne sais pas. Donc, vous avez ici ce qui va advenir de votre image, et puis ici derrière le résultat. Enfin, je m'efforcerai à chaque fois de le brancher dans un truc pour qu'on voit le résultat. Donc, ça, c'est la boîte qui contient votre rendu. Le principe, c'est ça, c'est vous sortez de la boîte, et puis vous rentrez dans une autre boîte, ici par exemple le viewer, ici, qui va vous montrer l'image en arrière-plan. Moi, ce que je veux, c'est rentrer dans une autre boîte intermédiaire pour que l'image soit altérée, déformée. On rajoute des trucs, on la déforme. J'avais trouvé un parallèle un jour, je pense que ça marche à peu près bien. C'est comme si vous aviez ici votre voiture, crade, et puis vous la mettez, vous la faites passer dans une boîte type station de lavage, donc c'est ce truc-là. Il se passe des trucs, puis elle ressort propre. D'accord? Sauf que là, ça ne va pas laver l'image, ça va tout simplement la flouter, par exemple. D'accord? Donc si vous voulez flouter l'image, alors il y a différents modules. Hein. Vous pouvez simuler, vous le voyez ici, par exemple, excusez-moi, voilà, une sorte de profondeur de champ vraiment pas très, enfin faible profondeur de champ, excusez-moi, pas très top, d'accord? Là c'est parce que j'ai utilisé un flou de type flat. Alors il y a plusieurs façons de faire des flous, hein, le gaussien, le cubique, le 4 moule, le machin. Et celui-là c'est le flat, c'est le plus basique du monde, d'accord? Donc ça fait pas un défocus formidable, mais vous avez, bien sûr au prix de temps de calcul un peu plus long, la possibilité d'avoir des trucs comme le défocus, vous le voyez ici, qui va vous permettre de faire, ou le bokeh blur, il y en a plusieurs, hein, qui va vous permettre de faire des flous en choisissant par exemple le nombre de flaps que vous avez dans l'iris ou ce genre de choses. Donc de faire des défocus comme si vous faisiez un flou avec une caméra, super réaliste. Attention, ça prend un peu de temps en temps de calcul, hein. D'accord? Donc pour l'instant, je vais juste utiliser ça. Alors vous le voyez, ici je vais l'activer, le désactiver. Le fait de flouter l'image un petit peu, ça a tendance à abaisser un petit peu, ça se voit notamment sur les points orange ici, ça a tendance à ternir un petit peu, en tout cas enlever un petit peu d'intensité aux couleurs. D'accord? Donc plus votre image devient de plus en plus terne au fur et à mesure des lavages, comme le linge, et donc on utilise gamma, la lessive, pour raviver les couleurs. Donc le gamma c'est quoi? Il va tout simplement regarder l'intensité d'origine, on va dire, du pixel, et malgré le fait qu'il soit flou, va essayer justement d'équilibrer l'intensité pour avoir ce genre de choses. D'accord? Généralement, il y a des flous, la plupart des flous des logiciels de compositing n'ont pas ça. On est obligé, pour que ce soit réaliste, de rebidouiller justement l'intensité derrière. Lui, il a déjà ça directement intégré. D'accord? Donc, je vais le pousser un petit peu moins au niveau du flou, voilà, juste pour avoir un léger défocus. Et dans le genre effet tape à l'œil qui en jette, on a par exemple le filter glare. Il fait toujours rire, excusez-moi, je suis un enfant. Et on a la possibilité, ici de déterminer qui va subir le glare. Donc, le glare c'est quoi? Je vous le montre, vous allez voir, poum, voilà, c'est ça. D'accord? C'est-à-dire que ça fait péter les couleurs, ça vous met des espèces de rayons de lumière, des choses comme ça, en 2-2, c'est facile. Ça fait l'effet waouh tout de suite. Hein. Et quelle est cette valeur qui est importante ici, qui est le threshold? Le threshold, c'est le seuil. Imaginons que l'intensité lumineuse soit représentée de 0 à 1, c'est-à-dire le noir vaut 0 et le blanc vaut 1. Tout ce qui est au-dessus de 1 sera affecté par le glare. Là, personne vaut au-dessus de 1, parce que le 1, c'est le blanc, et on ne peut pas faire plus blanc que blanc. On pourrait, théoriquement. Il y a
en bidouillant des trucs, on peut se permettre d'avoir des blancs plus blancs que blancs et donc de déterminer que seules les couleurs extrêmement fortes seront touchées par ça. Mais il faut le prévoir au rendu. D'accord ? Et ici, donc, si je descends le threshold, donc le seuil, on va avoir de plus en plus de pixels qui vont être concernés. Les pixels de très clair à super clair, et puis si je descends encore plus de moyen clair à super clair, et puis si je descends encore plus, de tout en fait, c'est-à-dire de 0 à 1. Donc là, tout le monde est affecté. Donc le but du jeu, pour que ça fasse quand même un minimum réaliste, c'est de trouver le bon seuil, si vous voulez, entre qui va être affecté et qui ne va pas être affecté. D'accord ? Ici, vous voyez qu'il y a plusieurs modes. On a le Strix, dont le but est de faire des espèces d'étoiles, comme ça. Alors, étoile à 4 branches ou à 5 branches, ou à 6 branches, ce qui est généralement plus réaliste si on veut faire Rocky, par exemple. Okay. Ça fait bien un spot de ring. Et ici, la qualité, justement, du calcul, qui va de tout pourri, mais parfois, moi, je le trouve mieux que le super top. C'est-à-dire que, vous voyez, le high a tendance à vous les réduire, en fait. D'accord ? Alors que quand vous le mettez en médium, ils sont plus longs. Ça dépend ce que vous voulez. Et le nombre d'itérations qui va permettre justement de flouter une fois, 2 fois, 3 fois pour avoir justement des espèces de petites irisations sur le côté. Et vous avez plusieurs éléments, comme par exemple le ghost. Alors, ça c'est plus pour faire... Excusez-moi, c'était pas celui-là. Voilà, ça c'est plus pour avoir une espèce de lumière centrale et surtout, c'est censé simuler en fonction de la position de la lumière des lens flares, vous savez, les espèces des rayons de lumière qui ressortent. Ça le fait pas, hein. Ça le fait très mal, hein. D'accord ? On peut le simuler avec autre chose. Et on a aussi le fog glow, donc c'est une espèce de lumière très très diffuse. Voilà, elle n'est pas là, et puis là elle est à moitié là. Bon, moitié là, ça fait rien. Voilà. Et puis on a un truc qui s'appelle le Simple Stars. Alors là, c'est carrément pour faire Rocky. Hein. D'accord, vous voyez ? Avec, plus vous rapprochez la valeur fade de 1, je vous le dis en même temps, et plus vous aurez des branches longues, toute logique. Ouais, super angle, hein. Voilà. Ça va pour tout le monde ? Donc, ce genre de truc, petite intro sur le compositing, c'est le genre de truc qu'on va utiliser après justement au moment où on va mélanger tous les éléments. Parce qu'on va calculer en fait, enfin on pourrait, on va peut-être pas le faire comme ça, mais en fonction du temps qu'on aura et des questions, mais généralement quand on fait ce genre de choses, le compositing, c'est-à-dire le fait de mélanger des images entre elles, et le fait de booster des pixels, mettre des lumières, rappelez-vous ce que c'était à la base, hein, c'était jamais que des couleurs fixes, des clouds, donc des nuages avec des points tout pourris, et puis au final, quand on regarde le truc, ça pète de partout avec des lumières, et puis si ça bouge un peu, on croit que c'est de la foule, quoi. D'accord ? Donc, gardez toujours bien ça à l'esprit. On va composer progressivement l'image en fonction de ce qui se voit, parce que c'est pour ça qu'il y a une phase qui est très très importante, qui est la phase, quand on bosse sur des effets comme ça, de l'animatique, c'est-à-dire qu'avant de se lancer dans les textures, la modélisation, ce genre de choses, on mime un peu la scène avec des cubes ou des éléments qui sont un peu moins définis, de manière à ce qu'on sache qui est dans le cadre. Parce que ça sert à rien d'aller modéliser un truc qui est dans le dos de la caméra. D'accord ? Le coup de modélise-moi tout le quartier, je verrai où pose ma caméra, on me l'a fait. Hein. J'ai eu droit. Il n'y a pas plus mauvaise méthode. Hein, d'accord ? Parce qu'on perd énormément de temps. Donc là, le but du jeu, ce serait de compositer d'abord le fond, ensuite la cage dans laquelle il se trouve, ensuite la personne, ensuite le disque, et donc d'avoir plusieurs couches comme ça. Pourquoi plusieurs couches ? Parce que ça permet d'avoir un meilleur contrôle sur l'image. Ça vous permet de dire, par exemple, j'aimerais que la fille soit plus bleue, j'aimerais que le disque soit peut-être plus orange, ou ce genre de choses. Et en ayant ces différents éléments, c'est-à-dire en mixant ces éléments avec d'autres boîtes, donc en les faisant rentrer les uns dans les autres, on a un contrôle total sur l'image. D'accord ? Un film comme Tron, c'est particulièrement, enfin Legacy, le deuxième, c'est particulièrement intéressant parce que la quasi-totalité du boulot sur l'image est faite au compositing en fait. Si vous allez sur le site de Digital Domain, tant qu'ils existent encore, ils sont mal en ce moment, donc si le site n'existe plus dans pas longtemps, allez-y avant qu'il ferme. Et sur le site de Digital Domain, ils ont des très très bons making-of justement où ils montrent comment ils ont bossé. Et vous pouvez vous rendre compte qu'en fait, sur un film comme Tron, les éléments qui ont été calculés en 3D à la base, c'est quasiment que dalle en fait, quoi. Enfin, il y a 3-4 reflets à droite à gauche et machin, mais tout ce qui fait l'image finale, qui fait que ça pète, qu'il y ait des reflets, des choses comme ça, c'est les gars du compositing qui se sont tout tapés, quoi. Voilà, les explosions de lumière, les trucs comme ça, voilà, vous voyez les rendus bruts sortis du truc, c'est pas plus excitant que ça, hein, d'accord ? Voilà, moi j'adore le compositing parce que c'est une phase dans laquelle on peut vraiment bosser son truc.
Et plus personne ne ressort des images brutes de 3D sorties du soft, hein. Enfin, quasiment pas en tout cas. Peut-être pour de la série, pour enfants, où il faut en sortir très très rapidement. Mais en tout cas, dès qu'on essaye de travailler un peu les trucs, s'il n'y a pas le compositing, c'est pas vivable, quoi. D'accord? Tout le monde comprend? Est-ce que tout le monde connaissait déjà à peu près le principe de ça? Qui n'avait jamais vu ça, le système des petites boîtes là, comme ça? Waouh! Oui, ah si, une personne là. Jetez-lui des pierres. Donc, on va maintenant s'intéresser... Est-ce qu'on fait une petite pause maintenant, si vous le voulez? Parce que ça fera 2 heures dans 5 minutes. Donc avant de rattaquer quelque chose, hein, comme ça, pipi, cigarette, tout ça, pour ceux qui veulent. D'accord. Ben, on se retrouve ici dans 10 minutes. On se dit 10 minutes, ça vous convient? Eh bien, à tout de suite alors. Merci de votre attention.